Salut tout le monde et bienvenue à cette 16e épisode d'Origine Boréale. Et aujourd'hui, on va continuer de parler de cette CIP, cette compagnie qui est la Canadian International Paper. Donc, oui, cette compagnie-là va vraiment changer l'ère forestière au Pontiac, mais aussi partout au Québec. Et puis, le Québec va devenir un empire du pâte et papier dans le monde en cause de la CIP, en cause de la pâte et papier, cette industrie qui commence à naître à partir de 1919 à 1920. Donc, déjà, il y a des industries de pâte et papier aux États-Unis. Et puis, la CIP, comme j'ai dit, c'est une multinationale, donc c'est une compagnie américaine et canadienne. Et puis, c'est ça qui fait la différence avec les anciennes euh, les anciennes coutumes qu'on avait dans le Pontiac au niveau de l'industrie forestière, où c'était de l'industrie basée sur des familles, puis tout ça change avec l'arrivée de la CIP. Donc, en 1919-20, on se commence déjà à préparer. Il y a l'industrie s'installe, se prépare pour l'arrivée de cette industrie-là. On commence à parler, à partir de ce moment-là, d'une construction d'une usine de pâte et papier à Gatineau. Donc, tout de suite, les investisseurs commencent, tout le rouage pour cette construction de cette usine. Donc, pour préparer à l'éventuelle ouverture de l'usine, mais il faut avoir de la pitoune, il faut avoir des bio pour nourrir cette nouvelle industrie-là. Donc, c'est à partir de 1920 jusqu'à 1925, on commence là, tout doucement, mais rendu à l'ouverture de l'usine en 1928, faut que ça roule. Donc, le bois est déjà là. Il y a déjà de la quantité de pitoune qui est prêt à passer. Puis les rivières sont pleines. Donc, vous dire, on n'attend pas la dernière minute pour envoyer les bio, c'est impossible. Ça prend pas 2 semaines d'envoyer un bio de la Coulonge jusqu'à Gatineau. Là. Ça prend plusieurs mois. Donc, aussi de la couper, blablabla. Vous connaissez un peu le concept là, déjà de la drave, du chantier puis du draveur, tout ça. C'est ça, c'est pas une question de semaine. Donc, on commence la construction de l'usine en 1926, 27, 28. La compagnie est officiellement créée en 1925. Donc, ça bouge, ça roule. Donc, on est déjà préparé dans le Pontiac, puis pas à peu près. Donc, là, euh, cette industrie change. On passe d'une ère dominée par des familles, puis là, par une multinationale. Donc ça va radicalement même changer les camps de bûcherons, la vie des bûcherons et la production du bois. Donc, à partir du moment où on va sélectionner les coupes jusqu'à le bio qui monte pour se faire passer en fibre pour devenir du pâte et papier. Donc, voilà la CIP, c'est ça que c'est le grand géant qui arrive sur le territoire. Donc, ça va changer parce qu'il va voir montrer comment la machine, le rouage derrière tout ça, c'est une compagnie, c'est une entreprise, une industrie qui va prendre sa place au Québec, au point que, en cause de ça, le Québec va devenir un empire, pas une, ça va devenir l'empire du pâte et papier au monde. Donc, ça commence parce qu'il y a des investissements capitaux massifs, une nouvelle gestion industrielle qui s'installe, la production maintenant est beaucoup plus contrôlée à grande échelle, donc c'est l'arrivée de la CIP, c'est une grosse machine industrielle. Donc, c'est fini avec les petits rois de bois, là. C'est fini, c'est terminé. Donc, les familles, le nom des familles passe à la politique et au chemin de fer. Mais l'industrie forestière, il va y avoir encore les scieries. Il ne faut pas oublier, on va quand même avoir des camps de bûcherons qu'on va se concentrer sur la coupe de bois de scierie, donc du 8 pieds qui va être aussi envoyé en même temps que les pitounes sur les rivières. Donc, il va y avoir une gestion à faire parce qu'il y a différents styles de bio qui descendent des rivières. Donc, à un moment donné, quand les bio arrivent
soit sur la rivière du Outaouais ou proche d'un moulin, mais là, c'est une question de faire la gestion, donc de cette gestion-là. Ça devient compliqué, là. Puis, je sais pas, mais moi, je m'en souviens d'avoir vu beaucoup de pitounes sur la rivière de Coulanges, la rivière du Outaouais. J'ai vécu ça, parce que c'est en 1995 qu'on a officiellement arrêté la drave des bio sur les rivières au Québec et au Canada. Mais ici, la rivière du Outaouais, là, c'était vraiment 1995. Donc, là, on l'installe, on construit cette belle grosse usine à partir de 1926 jusqu'à 1928. C'est colossal comme construction. C'est vraiment, si vous avez déjà vu que ça va de l'air une pâte et papier, vous voulez vraiment savoir, allez voir sur Internet, il y a plein d'images. C'est vraiment une production là, immense. Là. Donc, ça se fait tout sur le lieu, du bio jusqu'au fibre, jusqu'au papier. Donc, c'est pas mal spécial. Fait que ça va vraiment changer l'industrie forestière au Québec, ici dans le Pontiac. Donc, pour alimenter ces usines de pâte et papier, la CIP préfère une nouvelle forme d'alimentation de bois. Donc, on va demander la pitoune. La pitoune, elle est 4 pieds d'environ et en moyenne 10 pouces à 12 pouces de diamètre, mais ça peut être plus petit aussi. Là. Donc, c'est ça le format pour alimenter l'usine à Gatineau. On demande des pitounes, des bio de 4 pieds. Donc, pourquoi? Mais ça facilite la manipulation, ça facilite le transport, puis c'est parfaitement adapté pour la machinerie des pâtes et papier. Donc, c'est là. C'est pour ça, c'est pour répondre aux besoins de la machinerie puis de la production du pâte et papier. Donc, ça change le rôle tout à fait de A à Z au niveau de la production du pâte à papier et de la coupe de bois. Donc, une fois coupé, la pitoune sera au moulin, mais encore, on utilise la méthode de drave encore ici. Ça va changer à un moment donné, mais ici, encore, à partir de 1920 jusqu'à 1940, 50, jusqu'à 95, mais 50, 60, on utilise encore la drave pour la pitoune. Donc, on va avoir toutes les rivières dans l'Outaouais, toutes les rivières, non seulement la rivière des Outaouais, la rivière Gatineau, les autres petites rivières, même des petits ruisseaux qui vont être transformés en voie navigable pour la pitoune. Donc, il y a plusieurs ruisseaux qu'aujourd'hui on pêche, sont bien tranquilles. Un ruisseau, entre autres, ça va être le ruisseau on appelle le crique du Morée, dans le canton de Clapham. Ce petit ruisseau-là qui tombe dans la Picanoc va être dravé. La rivière du lac Dumont va être aussi dravée. Donc, ça va vraiment... Déjà là, on faisait du bois de sillage aussi, mais la pitoune, elle va passer par là. Donc, pour vous donner une idée, que tout moyen de transport, une rivière ou un ruisseau qui pouvait transporter de la pitoune, on le faisait. Donc, c'est important de comprendre que la descente du bio pour la CIP, c'est important pour le bon fonctionnement et l'alimentation du moulin. Donc, même que l'arrivée des barrages hydroélectriques, la CIP va jouer un rôle parce qu'on va créer des glissoires pour les bio. Donc, il va y avoir ce côté organisationnel ou l'investissement d'infrastructures. La CIP est là, surtout quand ça vient au cours d'eau. Donc, c'est une industrie massive. Ça, vous pouvez voir, c'est important. La nouvelle manière de fonctionner, l'engrenage est totalement différent qu'à l'époque avant ça. Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'industrie? C'est au niveau des hommes, au niveau des bûcherons, au niveau des draveurs, au niveau des employés, ceux qui travaillent pour l'industrie. Donc, avant, on signait un contrat avec les camps de bûcherons, et puis si on cassait ce contrat-là, ben, t'étais sanctionné. Okay? Donc, avec l'arrivée de la CIP, tout ça change. L'infrastructure va changer. Le rôle de l'homme, le rôle du système, la hiérarchie va toujours exister. Elle existe toujours dans les compagnies, puis dans les institutions, puis tout ça. Mais
c'est là que ça va commencer, cette nouvelle façon de faire. Donc, les bûcherons, leur vie change. Donc, jusque les années 1940, on s'y fie encore sur le cheval. Même avec la CIP, au début, les chevaux vont être encore utilisés, mais jusqu'en 1940 à peu près. Donc, on va voir des centaines de chevaux disparaître dans l'industrie à un moment donné. Il va y avoir beaucoup plus d'hommes parce que les chantiers vont employer beaucoup plus de bûcherons. Puis, ils vont, les camps de bûcherons ils vont devenir standards. Donc, tu vas savoir, quelqu'un pouvait s'en aller dans un camp de la CIP, savait qu'il rentrait dans un camp de CIP. Parce que c'était standard. Toutes les camps sont devenus standards. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Mais ça s'en vient. Toute cette question-là, la CIP qui va changer les camps de bûcherons, la vie des bûcherons. Donc, là, au niveau de la hiérarchie, on a connu la discipline de fer avant l'arrivée de la CIP. Là, ça va changer. On va devenir un peu plus souple parce que on n'est plus obligé de. L'industrie n'est plus obligée de se sentir, d'être obligée de tenir une main de fer au niveau des camps de bûcherons. En plus, le gouvernement va commencer à jouer un grand rôle dans la gestion de cette industrie-là, dans la gestion forestière. Donc, la hiérarchie, elle va quand même être stricte, mais elle va changer. Maintenant, on va dans leur système, on voit l'arrivée des ingénieurs forestiers. On voit l'arrivée du contremaître. On avait le contremaître avant, mais là, le rôle du contremaître devient beaucoup plus administratif, gestionnaire du camp de bûcherons et des hommes. Donc, puis, il y a des lois qui viennent en sorte de changer la donne du contremaître et aussi l'arrivée du surintendant. Donc, tout ça fait en sorte que vous voyez la structure de manufacture, hein, d'une industrie qui se met en place, même dans les chantiers. Donc, c'est la nouvelle réalité qui commence à avoir lieu. Donc, les hommes, ils se font embaucher par la CIP, ils deviennent un homme vraiment plus libre, dans le fond. Ils deviennent un homme libre parce qu'ils deviennent un employé, un indépendant qui travaille pour la compagnie, gagne un salaire. Et ça aussi, ça va changer. On en parle dans quelques instants également. Donc, les hommes travaillent toujours 10 à 12 heures au début de la CIP. On travaille 6 à 16 jours. Ces choses-là changent pas automatiquement dès le début. On travaille du lever au coucher du soleil. Donc, c'est vraiment dicté. On est encore pris dans ce vieux engrenage-là. Mais, comme je dis, la CIP va changer la donne. Il va améliorer les conditions de travail. Mais pour faire ça, ils vont aussi changer les conditions de vie des hommes. Donc, les bâtiments sont mieux isolés, les dortoirs mieux organisés. On va avoir aussi l'arrivée du matelas, du vrai matelas. Hein? Donc, on met de côté le matelas de foin ou de laine ou choses comme ça. Là, c'est vraiment le matelas à ressort, des vrais lits, des bunks. On va instaurer de la ventilation dans les camps, fait qu'on va pouvoir ouvrir les fenêtres pour avoir une meilleure circulation de l'air. Donc, on n'est pas tous tassés, pas de fenêtres toutes sombres, puis insalubres. Là, c'est ça, c'est la ventilation. On va dégager, on va se donner plus de place pour bouger dans le dortoir, dans la grande salle à manger, dans la cuisine aussi, ça va changer. On travaille beaucoup. Là, on va mettre l'emphase sur le nettoyage, sur la propreté, sur le côté sanitaire. Donc, le lavage des planchers, le lavage du linge. Donc, on veut s'assurer la propreté. Donc, l'objectif, c'est qu'on veut prévenir les maladies, puis la maladie de la gale, mon père appelle ça la gratelle, et les poux. Donc, on veut vraiment là, éliminer cette situation-là frustrante dans les chantiers, que ça date depuis le début. Donc, on veut vraiment moderniser puis rendre les camps de bûcherons beaucoup plus confortables et on veut une nette amélioration de milieu de travail, milieu de vie de ces bûcherons-là. Donc, avec ça, ça n'arrive pas par hasard tout ça, parce qu'il arrive les normes du travail. Donc, c'est une amélioration qui vient pas par bonté,
mais qui vient s'imposer. Donc, mais peu importe les industries, les compagnies, quoi que ce soit, les normes du travail n'est pas venu de bonne foi par rapport à ça. C'est vraiment venu à la pression sociale. Donc, c'est à partir de 1910 jusqu'à 1940 qu'on voit la vie des travailleurs parce que ça change au niveau social. Donc, c'est vraiment la sensibilisation. Les employés, tout le monde qui travaille sur le marché du travail demande, peu importe le secteur économique, demande de meilleures conditions de travail, meilleures conditions de vie. Ça se voit en ville, mais ça se voit aussi dans le fin fond du bois, dans le chantier de la CAP et des bûcherons. Donc, c'est à partir de 1909 qu'on commence à dire, wow, il y a quelque chose, il faut améliorer. Il y a des accidents, il y a des incidents, il y a de l'abus, il y a du tout encore. Là. Puis, jusqu'à 1930, là, faut pas s'en cacher. Donc, il y a encore des hommes qui se blessent. Puis, il y a encore des situations fâchantes. Donc, les maladies sont encore là. Comme je vous dis, là, on commence à grogner. Là, on veut vraiment de meilleures conditions de vie. Puis, on veut gagner plus d'argent. On veut des meilleurs salaires. Donc, ça commence à cette époque-là. Donc, c'est pas juste dans le Pontiac et au Québec, ça se passe partout dans le monde. Parce que, qu'est-ce qui se passe en Europe également? Il y a le communisme. Il y a eu une crainte aux États-Unis du communisme. On a même emprisonné des gens qu'on doutait de communistes. Ou encore, on va même emprisonner des syndicalistes. Ça, c'est vu au Québec aussi. Donc, même dans l'industrie forestière. Donc, c'est important de le mentionner. C'est un mouvement social, pas seulement au Québec, mais partout. On se sent mal à l'aise avec ça, mais vous dire, il y a quelque chose qui se passe différent au Québec. On s'en va là également dans quelques instants. Donc, là, avec tout ça, on commence à avoir des trousses de premiers soins dans les camps de bûcherons, des vraies trousses, là. C'est plus le cook qui met. Vous s'en souvenir. Donc, c'est vraiment des trousses. On embauche maintenant des médecins de chantier. Donc, les chantiers vont avoir ils vont avoir droit à accès à des médecins. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un médecin directement à tous les camps de bûcherons, mais les camps de bûcherons vont avoir accès à un médecin de compagnie. OK? Des vrais médecins. Donc, aussi, parce que avec ça, va venir des mesures de sécurité. Là, on va imposer des mesures de sécurité. Là, maintenant, il y a des bottes. OK? Des bottes de sécurité, des bottes de cap d'acier. Il y a, à un moment donné, il va y avoir le chapeau dur. Donc, ça s'en vient plus tard. Mais on commence à vraiment d'être plus sensibilisé au bien-être du bûcheron, du travailleur de chantier, puis de la question de sécurité. Donc, pour l'accompagner, ça fait du sens. Un travailleur blessé coûte cher. Donc, on va prévenir que guérir. Donc, c'est ça qui est l'objectif de l'industrie forestière maintenant avec toute cette pression sociale. Donc, l'hygiène et la santé devient une question primordiale dans les camps de bûcherons et dans l'industrie. Donc, à partir de 1920-1930, le Québec impose des inspecteurs sanitaires qui apparaissent. Donc, les inspecteurs vont aller dans les camps de bûcherons pour s'assurer que toutes les normes, ce standard qu'on a commencé à imposer, ça va venir aussi avec les inspecteurs. Il va y avoir une commission aussi qui va venir étudier toute cette question-là. Il va y avoir d'autres améliorations. On s'en va là. Donc, là, on parle de fenêtres. Je vous ai déjà parlé de l'arrivée des fenêtres avec la Gilmore, mais là, c'est vraiment, il y a beaucoup plus de fenêtres dans le camp de bûcheron. Donc, plus de lumière. On met beaucoup en emphase sur la ventilation, la circulation de l'air, parce que la qualité de l'air dans les camps de bûcheron, c'était misérable, c'était insalubre, c'était vraiment mauvais. Donc, on impose un nouveau système de ventilation, de circulation d'air. On n'est plus crampé dans un camp de bûcheron, tassé un par-dessus l'autre, puis, tu sais. Donc, là, on commence à améliorer au niveau de l'hygiène, la propreté. Donc, on commence à laver les planchers. Donc, le lavage de plancher devient une tâche au quotidien, à tous les jours. Donc, toute la question hygiène au niveau du lavage, ça devient important parce que, comme je l'ai dit, on veut éliminer les poux, on veut éliminer la gratelle, la gale. Donc, aussi, c'est qu'on n'en parle pas nécessairement quand on parle
de cette industrie-là, qui encore, juste avant ça, il y avait des injustices, il y avait des abus. Entre autres, c'est le problème, c'était l'eau potable. Les camps de bûcherons n'avaient pas encore nécessairement accès à de l'eau potable. Fait qu'on allait chercher l'eau du ruisseau ou l'eau de surface ou l'eau du lac, on faisait bouillir. Mais là, on a dit non, c'est pas assez. Il faut aller chercher une bonne source d'eau propre, potable. Donc, l'imposition de la qualité de l'eau s'impose dans les chantiers parce qu'il y a une maladie grave qui prend la vie des hommes jusqu'à date, jusqu'à cette période-là, que là, les lois changent et le régime sanitaire change. C'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui tombent malades et même meurent de la maladie de typhoïde. Donc, c'est important de le mentionner. Aussi, il va y avoir un changement au niveau du salaire. Donc, cette crise-là au niveau de la situation de vie, des conditions de vie des bûcherons, va venir en sorte de faire amener ces changements-là, mais aussi le salaire va changer. C'est en cause durant la Grande Dépression, on va en parler au prochain épisode aussi, c'est la chute des salaires, tout ça. Déjà, les hommes pouvaient se rendre au chantier, vous savez, j'ai déjà parlé de ça, puis revenir à la maison avec rien. Ils se sont endettés dans les camps de bûcherons, pas avec l'alcool, non, par les frais imposés par les camps de bûcherons envers les bûcherons eux-mêmes, envers les travailleurs des camps de bûcherons. Donc, tout va changer à partir de 1934. Le gouvernement va instaurer un salaire minimum. Il va établir un salaire minimum pour les bûcherons. C'est quoi le salaire minimum? À l'époque, on était payé par saison. Vous vous en souvenez, au début de tout cet empire, cette ère forestière, dès son début, les hommes étaient payés par saison. Après ça, on a commencé à les payer, j'ai déjà parlé de ça, parler pour la quantité de bois coupé, donc le nombre de cordes ou de volume de bois coupé, longueur de bois coupé. Mais il y avait un problème avec le système, c'est que le mesureur ou le compteur de quantité de bois, mais lui, il travaillait pour la compagnie. Puis la compagnie, lui, il est en faveur de la compagnie. Fait que les hommes se plaignaient qu'ils se faisaient tricher des quantités de bois. Fait qu'au lieu de payer la vraie valeur, on trichait, on disait pas nécessairement la vérité. Puis les hommes se faisaient couper une partie de leur salaire, une partie de leur quantité de bois, parce qu'on les payait par quantité de bois. Là, le gouvernement a dit non, on finit ça là, parce qu'il y a vraiment de l'abus là aussi. Donc là, on va être payé parce qu'on veut encourager la production, donc il va être encouragé par le nombre de cordes coupées et aussi on va lui garantir un salaire de base pour chaque journée de travail. Donc, il faut qu'il travaille pour produire, mais aussi il y a une base de salaire qui est octroyée à lui comme salaire. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça rassure que les hommes quittent les chantiers avec un salaire, qui peuvent se payer un salaire, qui peuvent vivre de ce métier de bûcheron et de ne pas sortir du camp de bûcheron au printemps endetté, pas un sou. Donc, puis arrêter cet abus de pouvoir de ces compagnies forestières-là. Donc, le gouvernement a dit, il met fin à ça en 1934, quand le gouvernement intervient. Donc, il intervient à ce niveau-là. On met un salaire fixe, on établit un salaire minimum. Aussi, on va contrôler le prix du bois. Donc, on va encadrer tout ça. Hein? Donc, c'est pas juste la compagnie qui décide, c'est combien est-ce qu'il va donner au bûcheron pour son bois, ses cordes de bois, puis c'est temps de la corde. Non, 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 non. Maintenant, c'est le gouvernement qui dicte le montant de la corde de bois coupé. Donc, c'est plus juste la bonne volonté du bûcheron ou du camp de bûcheron puis du contremaître. Là, ça change. Donc, aussi, on va limiter les coûts dans les camps de bûcherons. Donc, là, on va dire au camp de bûcheron, vous ne pouvez plus juste charger n'importe quoi selon votre guise sur les hommes, parce que les hommes retournent endettés. Donc, parce que les hommes doivent payer pour leur nourriture, doivent payer pour leur repas. Donc, il y a une pension alimentaire à payer. Puis ils ont d'autres pensions à payer pour des frais. Donc, ils ont des frais dans les camps. Puis, c'est à gérer par les contremaîtres de camps de bûcherons. Là, le gouvernement dit non, non, là, il y a une loi. Puis, ça va être limité. Il va y avoir un coût fixe, puis standard pour tous les camps de bûcherons. Donc, il n'y a pas un camp de bûcheron qui va charger plus cher que l'autre. OK? Parce qu'il y a eu, à un moment donné aussi,
Qu'est-ce qui a causé la grève et la grosse crise? Il y a des hommes qui mouraient de faim. Ben, Sébastien, on parle de 1930, c'est plus dans le temps de Bryson puis de Gilmore, là, puis avant ça, de Philemon Wright. Non, non, ça se passe encore. C'est que les hommes, imaginez-vous, vous êtes tellement endettés, vous gagnez très peu d'argent dans le camp de bûcheron, puis vous êtes plus même capable de payer votre pension alimentaire, payer vos repas au camp. Fait que les hommes tombaient malades parce qu'ils étaient mal nourris. Donc, il y en a qui mouraient. Donc, c'est là que le gouvernement, ils ont fait pression, il y a eu des grèves, il y a eu tout le mouvement social qui s'est mis en arrière de tout ça. Le gouvernement a dit, il faut rendre ça équitable pour tous dans les chantiers. Donc, c'est pas arrivé par hasard. Comme je vous ai dit, il y a tout un mouvement à travers le monde. Le syndicalisme est venu au Québec. Le rôle de l'Église, jusqu'à la Révolution tranquille, vous savez, l'Église, le Québec était toujours pieux, très religieux. Donc, le clergé avait un rôle au niveau de l'industrie, au niveau de l'Église. Il y avait aussi au niveau de l'éducation. Il y avait un rôle au niveau de l'industrie et aussi au niveau des syndicats. Donc, au niveau du patronage. Donc, le clergé, il était partout. Il y avait les tentacules de partout. Donc, le rôle de l'Église est important au niveau du syndicalisme. Puis, on voulait calmer les esprits parce qu'on savait ce qui se passait ailleurs. Fait qu'en ayant l'Église qui supporte les syndicats, ça allait aider au niveau de l'amélioration des travailleurs au Québec. Il y avait des limites, là. Je dis pas que c'était l'époque, OK? Donc, la religion jouait un grand rôle. Donc, elle encourage la formation des syndicats, mais il faut qu'il y ait une présence de clergé dans le mouvement. Puis, eux autres, c'est qu'ils voyaient, hein, les paroissiens, les gens, ils voyaient la misère des familles, puis tout ça, mais il fallait que l'Église vienne à la défense de leurs paroissiens, défense de l'âme, du commun, pour sauver leur âme. Donc, il insiste des fondements au niveau du syndicalisme, puis c'est le début du week-end de la fin de semaine. Vous dites, ben, quoi? C'est le dimanche. Le dimanche, on a déjà parlé que le dimanche, le clergé assez fortement que ce soit une journée de repos pour les camps de bûcherons. Puis comme je vous ai dit, les hommes travaillaient de longues heures, de 6 à 7 jours par semaine. Là, ça devient imposé par la loi. Le dimanche, c'est une journée de repos. Donc, ça change le terrain. L'homme a le droit de dire, là, je m'occupe de moi-même, je m'occupe de mes paperasses, c'est ma journée de congé, puis je vais commencer à travailler le lundi matin. Okay? Donc là, il y avait encore des tâches, mais l'homme était plus relax, le travailleur du chantier était plus relax au niveau de son rôle le dimanche. Donc, mais c'était la journée de Dieu, c'était la journée de la messe. Donc, c'est pour ça que l'Église a tellement imposé qu'ils ont gagné le dimanche, que ce soit vraiment une journée de repos pour tous. Donc, c'est là que l'homme pouvait faire son lavage, son linge, se préparer pour la semaine, écrire à sa famille, prier. Des fois, il était chanceux qu'il y a un clergé qui venait faire une petite messe dans les chantiers. Des fois, c'était un missionnaire. Il y avait des curés de chantier aussi. Donc, à tous les deux dimanches, peut-être qu'il y avait un curé qui venait donner la messe aux fidèles dans les chantiers. Aussi, la cuisine, je vous ai parlé, hein, l'arrivée du chemin forestier carrossable, donc le poêle, le cookery, tout ça. Mais là, la nourriture va changer. Il va y avoir les bains, la tourtière, des tartes, des repas plus généreux. Donc, là, c'est plus de l'or salé, il y a des bons ragoûts, des rôtis de bœuf. Le cook, c'est plus juste un gars qui a embauché en bas du village ou dans la paroisse à côté. C'est vraiment un travail, c'est vraiment un titre de cuisinier. Il va y avoir des aides cuisiniers aussi, des cookies qu'on appelle. Il y avait déjà des cookies à l'époque, mais là, c'est vraiment là, la cuisine, c'est au cœur du chantier. C'est au cœur du bien-être des hommes et du fonctionnement. Donc, on s'assure maintenant que les hommes sont bien nourris parce que là, on voit l'importance que un homme en santé, bien nourri, travaille bien. Donc, productif. Donc la vie s'améliore énormément. Puis c'est tout en cause de l'arrivée de la CIP. C'est tout arrivé en même temps. Donc, c'est vraiment la fin
d'une époque là, où c'était rude, difficile. C'est encore rude et difficile. Il y a encore des dangers dans les chantiers, puis travailler pour la CIP. Mais ça change parce que l'homme devient fier d'être bûcheron, d'être faire partie de cette industrie-là, puis se dire qu'il était employé de la CIP. Il y avait une fierté avec ça, parce que vous voyez que l'image que ça donne, hein, vous voyez les conditions de travail, fait que c'est attirant pour les hommes de se rendre dans l'industrie forestière, ce qui a marqué le Pontiac. Jusqu'à la fin de l'industrie de la papeterie au Québec à la fin de l'Empire, qui a eu un impact énorme dans le Pontiac. Hein, quand on s'en souvient, vous pouvez aller lire des manchettes dans les journaux, quand ils ont fermé la pâte et papier à Portage-du-Fort, à Litchfield. Oui, on va parler de ça au prochain épisode, l'arrivée de cette industrie. Donc, on est rendu là, les amis. Je vous laisse là-dessus. Puis, on s'en va à la prochaine épisode parler du Pontiac et de cette pâte et papier qui s'installe chez nous au cœur du Pontiac et comment l'impact ça va avoir pour 2, 3 générations de gens dans le Pontiac. Donc, je vous souhaite une belle semaine et à la prochaine, mes amis.